Bonjour à tous. Merci d'être là pour la 3e édition de notre AI Token Share, donc organisée par le Hub Francia. Pour rappel, on a eu déjà 2 conférences avec Activeon et Cognitive Engine et vous pouvez trouver les replays sur notre YouTube. Si ça vous intéresse, on vous enverra les liens. Le cycle des AI Token Share, c'est un cycle de conférences qu'on a décidé de monter au Hub Francia pour montrer des nouvelles approches, des nouvelles technos, des nouveaux cas d'usage, toujours autour de l'IA ou de la data. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Édouard Darchimbaud, qui est cofondateur et CTO de la startup Kili Technologies. Coucou Édouard. Et Édouard va nous présenter un nouveau paradigme pour une IA de confiance, le Data Centric AI. Donc la conférence va durer à peu près 1 heure. À la fin, on va vous dépiler toutes vos questions, ou Édouard, si tu veux, en cours de route, comme tu le sens. Et donc, avant de laisser la parole à Édouard, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau dans l'onglet questions, qui est en bas à droite de l'écran. Ce sera plus facile pour nous poursuivre, mais on essaiera de regarder aussi ce que vous mettez dans le chat si vous vous trompez de case. Et Édouard, je te remercie vraiment beaucoup d'être là aujourd'hui et de nous faire le plaisir de présenter ce nouveau paradigme. Et c'est à toi de jouer maintenant. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Extrêmement content d'être avec vous pour parler de Data Centric AI. J'espère que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans le chat. Donc aujourd'hui, on va parler de Data Centric AI. L'IA de confiance, ça n'a pas de prix. Et aujourd'hui, en IA, on voit qu'on a encore des gros problèmes de qualité. Les gens du web, comme Google, Meta, Microsoft, Amazon, ont placé des paris énormes sur l'IA, ont investi énormément d'argent, mais ils ont aussi fait l'expérience de gros problèmes. Pour prendre quelques exemples, en 2016, juste après son lancement, une IA appelée Tail de Microsoft est devenue raciste sur Twitter. Donc ça, c'est quelques tweets. Plutôt effrayants. En 2019, un système de vision, de computer vision par Amazon a reconnu des champions de Super Bowl, donc pendant le Super Bowl, comme des criminels. En 2021, donc l'année dernière, en avril, une IA de Google a reconnu des personnes portant un monocle comme tenant donc un monocle dans des mains blanches et comme tenant un pistolet dans des mains noires. En septembre de l'année dernière, cette fois-ci chez Meta, donc sur la plateforme Facebook, l'application suggérait à ses utilisateurs de continuer à regarder des vidéos de primates, alors qu'en réalité, c'est des vidéos de personnes noires. En décembre de l'année dernière, Zillow, donc une scale-up américaine, donc une plateforme de real estate, une marketplace de real estate, a failli faire faillite. Elle a perdu $1 milliard à cause d'une IA, d'un système de pricing qui a dérapé. Alors, c'est probablement simplement le début. Les géants, des entreprises, même géantes, elles peuvent faire faillite. Et faites-moi confiance, en 2008, je m'y connais en faillite. En 2008, j'étais le dernier employé recruté chez Lehman. Alors, bon, depuis, vous inquiétez pas, depuis, j'ai travaillé chez BNP, qui existe toujours, qui est toujours la plus grosse banque européenne, là où je m'occupais d'IA. Et puis, maintenant,
je suis donc chez Kili, je suis un des cofondateurs et je suis le CTO. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on développe une plateforme d'annotation dans le paradigme data-centric. Et ce qu'on voit tous les jours chez nos clients, c'est qu'ils ont des problèmes massifs de qualité autour de l'IA. Et donc, c'est un problème parce que l'IA, quand c'est immature, donc ça peut, non simplement, ça remplit pas la mission, mais ça peut abîmer votre marque, ça peut même vous faire banqueroute. Et dans tous les cas, ça vous revient dans la figure comme un boomerang. Larry Page, donc le cofondateur de Google, il dit que le risque que quelque chose de sérieux se passe, il est dans une échelle de temps entre 5 et 10 ans. Donc de sérieusement problématique. Elon Musk, qui s'occupe de Tesla et de SpaceX, mais qui est aussi un des cofondateurs de OpenAI, donc un des plus gros instituts d'IA, dit qu'on devrait tous être préoccupés par la sécurité d'IA parce que potentiellement, c'est beaucoup plus risqué que la Corée du Nord. Bref, c'est difficile. Alors, quand on regarde un peu ces exemples-là, les exemples dont on a parlé, donc c'est difficile de dire exactement d'où ces problèmes venaient. Il y a probablement beaucoup d'origines. Mais ce qu'on peut voir, c'est que d'un côté, Tay, donc le bot de Microsoft sur Twitter, il apprenait sur toutes les interactions des utilisateurs, qu'elles soient positives, négatives, racistes, sans aucun filtrage humain. Et puis de l'autre côté, Zestimate, l'algorithme de pricing de Zillow, la plateforme d'immobilier, était faite d'un ensemble de plus de 1000 modèles. Donc probablement super complexe, trop complexe. Et ce qui est vrai, c'est que la façon dont le machine learning s'est développé ces dernières années a été basée sur beaucoup de recherches sur comment améliorer les algorithmes, comment améliorer le code. Et aujourd'hui, ce serait probablement une bonne idée, plus malin, de changer notre focus sur pas simplement améliorer le code, mais aussi améliorer la donnée. Et notre conviction chez Kili, c'est que on devrait plus se concentrer sur la donnée. En d'autres mots, être data-centric. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est super simple, c'est de répondre à 3 questions. Qu'est-ce que le data-centric AI? 2, pourquoi c'est super important pour vos business, pour la communauté? Et 3, comment est-ce qu'on fait concrètement pour mettre cette transformation en œuvre? Alors, qu'est-ce que le data-centric AI? Le data-centric AI, littéralement, c'est le fait de manière systématique, travailler, faire de l'engineering sur la donnée qui est utilisée pour entraîner les modèles. Les modèles, c'est 2 choses, c'est du code et de la donnée. Comme on s'est dit, l'IA, donc, historiquement, c'est surtout concentré sur le code, avec des modèles de plus en plus compliqués, sur des datasets donnés. Donc, par exemple, GPT-3, c'est 200 milliards de paramètres. Et l'entraîner, ça coûte 12 millions de dollars. Donc, c'est, voilà, on a fait un gros effort là-dessus. Mais mon expérience sur le terrain, et probablement aussi l'expérience
de plusieurs d'entre vous, de nombreux d'entre vous, c'est que sur les cas concrets, quand on veut améliorer un modèle, c'est souvent la donnée, sa qualité et itérer dessus qui fait que le projet va réussir ou va être un échec. Et la qualité de la donnée, ça veut dire deux choses. Avoir de la donnée de qualité, ça veut dire avoir de la donnée qui soit propre, d'une part, et d'autre part, avoir de la donnée qui soit diverse. Donc, on peut commencer par la donnée propre. L'IA, c'est garbage in, garbage out. Donc, si on entraîne sur la mauvaise donnée, le mauvais résultat, et donc là, je vous parle d'IA, je vais me concentrer sur l'IA dite supervisée, donc à base d'exemples. Et pourquoi? Parce que 80% des cas concrets d'IA se résolvent avec de l'apprentissage supervisé. Et donc, ce qui compte en termes d'annotation, c'est leur consistance des annotations. En gros, de la donnée qui est inconsistante, ça rend confus le modèle et ça dégrade ses performances. On peut prendre un exemple. Imaginons qu'on veuille construire un système qui reconnaît donc, sur ces images les chariots élévateurs et les personnes. Donc, on va avoir un annotateur qui va faire ce type d'annotation. Donc, ça veut dire voilà, donc une grande bounding box. Un autre annotateur qui va faire ces types d'annotations, donc des petites bounding box, des petits rectangles. Et puis un troisième annotateur qui va faire ce type d'annotation, donc à peu près similaire à celle du deuxième. Et donc ce qu'on voit, c'est que chacun a fait un bon travail, mais les conventions qu'ils ont utilisées pour annoter étaient légèrement différentes. Le premier a fait une grande boîte englobante pour tous les chariots élévateurs, contrairement aux deux suivants. Et ça va dégrader les performances du modèle. 3 chiffres. 10% de baisse de l'accuracy des labels. On estime que ça a un impact entre 2 et 5% sur l'accuracy du modèle. Et ça veut dire devoir doubler la taille du dataset pour pouvoir garder les mêmes performances du modèle. Donc, ça veut dire avoir à doubler le coût du projet d'annotation. Et sachant que l'annotation, c'est une part significative du coût global du projet, ça veut dire augmenter significativement le coût du projet d'IA. Et ce qu'on voit, c'est que ces problèmes de qualité, on les retrouve partout. Par exemple, NIST, donc, qui est un dataset, probablement le dataset le plus connu dans la communauté, qui a été créé par Yann Lequin il y a plus de 30 ans. Même s'il a été extrêmement utilisé, il est cité par à peu près 40 000 papiers, même s'il est extrêmement simple, c'est de la classification simple d'images avec 10 catégories. Et malgré tout ça, il y a encore dedans entre 3 et 4% d'erreurs. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'annotation, avoir des annotations qui soient consistantes, sans erreur, c'est compliqué. Et alors, pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, annoter, ça dépend. Donc, la réponse, quand on annote, elle dépend de beaucoup de choses. Par exemple, ici, si on va annoter les images, une classification binaire, est-ce que ces images décrivent ou pas la Nouvelle-Zélande? Le drapeau de la Nouvelle-Zélande, ça dépend. Si on est en train d'annoter des images qui décrivent les paysages de la Nouvelle-Zélande, la réponse sera non. Est-ce qu'une image d'un pont de Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, décrit ou pas la Nouvelle-Zélande? Ça dépend. Et ça dépend de quoi? Ça dépend du contexte, de la tâche, de l'utilisation, du dataset, au final, etc.
Et de la même manière, ce qui rend aussi complexe la notation, tout simplement, c'est le geste. Donc, par exemple, si je vous demande d'annoter des entités nommées et leurs relations dans un document PDF qui fait 200 pages, avec des relations qui sont réparties sur plusieurs pages, c'est compliqué. Et donc, ce qu'on va vouloir, c'est avoir typiquement un outil qui permet de prévenir les erreurs en proposant des exercices simples, qui soient sécures, et ça sur tous les devices, que ce soit au clavier, que ce soit à la souris, que ce soit au touchpad. Et donc, pour traiter ça, comment est-ce qu'on fait? Généralement, on met en place, donc on commence à noter, ensuite on met en place une métrique des qualités, par exemple le consensus, qui est un accord inter-annotateur, où on fait noter une même image par plusieurs personnes et puis on compare. Et plus, à 100%, ça veut dire qu'ils sont tout à fait d'accord, et à 0%, ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Ensuite, on utilise ce type de métrique-là pour faire de la review, donc pour faire une table de vérification, de relative notation. Et puis, en fonction des erreurs qu'on détecte ou pas, on met à jour les instructions de manière à aligner, à créer de l'alignement entre les annotateurs, et puis on itère. Et c'est ces itérations-là, ce côté cyclique, qu'on appelle le data centric AI. D'autre part, donc là, on a vu la donnée, il faut qu'elle soit consistante, qu'elle soit propre. Et puis la deuxième dimension dont on a parlé, c'est d'avoir de la donnée qui soit suffisamment diversifiée. Pourquoi? Parce que l'IA, elle sera bonne, elle sera performante uniquement autant que la donnée sur laquelle elle a été entraînée. Donc, si on veut avoir un bon modèle, il faut s'assurer que tous les scénarios qu'on veut que le modèle couvre, tous les types de scénarios qu'on veut que le modèle couvre, une fois en production, soient dans le dataset. Et donc, pour prendre un exemple concret, on peut vouloir détecter des chariots élévateurs le jour, la nuit, sous la neige, sous la pluie. Et donc, il faut s'assurer que le dataset soit suffisamment diversifié pour être robuste à ces scénarios. Deux métriques là-dessus. 40% de la donnée dans les datasets est redondante. Donc, ça veut dire n'apporte pas de valeur au modèle. Et donc, quand on annote ces 40%, c'est de l'argent gaspillé. Donc, on pourrait potentiellement réduire par presque 2 le coût du projet. Et puis, utiliser de l'active learning, donc essayer de prioriser la notation des assets pour annoter uniquement les images qui vont être compliquées pour le modèle, donc sur lesquelles le modèle va apprendre. Ça peut permettre de réduire jusqu'à 30% l'effort d'annotation sur les projets. Et alors, pourquoi est-ce que c'est compliqué, ce travail de construire un dataset représentatif du problème qu'on veut modéliser? Parce que notre monde, il est complexe, il y a beaucoup de diversité dedans. Si, par exemple, on veut faire une tâche de classification, pareil, binaire, est-ce que cette image est une image de mariage ou pas? C'est compliqué parce qu'il y a autant de façons de célébrer un mariage que de cultures, que de religions. Et donc la réponse, donc c'est extrêmement complexe d'arriver à construire un dataset qui couvre tous ces scénarios-là et de manière équilibrée. Et puis d'autre part, les modèles peuvent également apporter des biais. Enfin, on peut y avoir des biais. Et il y a un exemple qui est extrêmement fameux près de Paul où
Donc, un modèle avait été mis en place pour essayer de prioriser les zones dans lesquelles la police devait patrouiller. Et le modèle avait, sur une première itération, plutôt prédit des zones, enfin des quartiers latinos et black. Et donc la police s'est concentrée sur ces zones-là. Et puis, du coup, le batch suivant de données annotées, enfin de données d'entraînement, est exclusivement concentré sur ces zones-là, et donc a renforcé le modèle sur ce bilan. Donc les sources potentielles d'erreur sur le sourcing de la donnée, elles sont multiples. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, une bonne façon de faire, c'est d'être itératif. Donc, typiquement, d'annoter des données, ensuite d'entraîner un modèle, ensuite de mesurer l'écart entre les prédictions du modèle et la vérité, construite par de l'annotation, de passer du temps à comprendre les failure modes, donc les moments où le modèle se trompe, et puis d'annoter, de sourcer le batch suivant d'annotation de manière à mieux couvrir ces scénarios. Et ça, une fois de plus, et donc c'est de faire ça de manière itérative. Et c'est ça qu'on appelle aussi le data-centric AI. Donc le data-centric AI, c'est vraiment itérer sur la donnée pour améliorer le dataset d'entraînement de manière à le rendre plus propre et plus représentatif. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Très rapidement, d'abord parce que ça veut dire des meilleures performances. L'IA, donc machine learning en particulier, c'est fragile. On peut le voir à travers des exemples un peu joués, des tailles examples comme celui-ci qui vient de chez OpenAI, où en changeant quelques pixels, ils arrivent à tromper un modèle qui reconnaissait de manière sensée une image de panda comme étant une image de panda et à lui faire reconnaître à la place une image de singe. Donc, il faut se souvenir que le machine learning, c'est fragile, d'une part, et puis notre monde, d'autre part, il est plein de biais. Donc, il n'est pas parfait, il est plein de biais, par exemple, sur le genre, sur la race, sur le social, sur l'âge, etc. Par exemple, si vous entraînez de manière auto-supervisée un modèle sur du texte aléatoire que vous prenez d'Internet et que vous lui demandez de compléter cette phrase, cet homme travaille en tant que, il va dire un lawyer, enfin donc un avocat, un docteur, et pour une femme, il répondra plutôt une infirmière ou une serveuse. Et donc, si on passe pas du temps, et donc, dans la donnée, il y a tous ces biais-là, et donc si on passe pas du temps à faire de la curation de données, les modèles aussi vont apprendre ces biais. Et puis d'autre part, notre monde, il est plein d'événements rares. Par exemple, donc en NLP, donc sur le texte, la distribution des mots, elle suit la loi de Zipf. Et donc en anglais, en français, enfin au moins toutes les langues latines, enfin avec des caractères latins. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle a une queue de distribution qui est très longue. Et qu'en gros, il y a extrêmement peu de mots qui sont fréquents. Et donc là, on voit en anglais, c'est the, in, etc., qui sont les mots plus fréquents. Et puis très rapidement, on arrive à des mots qui sont peu fréquents et qui donc sont extrêmement difficiles à apprendre pour des modèles de deep learning. Et donc c'est vrai dans le texte, c'est vrai aussi dans l'image. Par exemple, donc si on fait de la voiture autonome, 40% de la donnée, ce sera de l'autoroute, les images d'autoroute ennuyeuses, où il ne se passe rien. Mais pourtant, vous pouvez aussi trouver sur l'autoroute une chaise qui vole,
un canon qui réfléchit votre propre image et qui vous donne l'impression qu'une voiture arrive en face de vous, des boules de pétanque sur l'autoroute, etc. C'est pour ça que chez Tesla, ils utilisent leur flotte entière de caméras, de véhicules équipés de caméras pour sourcer ces exemples rares et les intégrer au dataset d'entraînement de leur système autopilote. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le data-centric AI, donc le fait d'itérer sur la qualité de la donnée, c'est un must-have pour avoir des modèles qui soient de confiance. La deuxième chose que ça apporte, le data-centric AI, la deuxième chose qui le rend important, c'est que ça permet de réduire les temps de développement. Donc un des facteurs clés de succès de l'industrie du software ces dernières années, ça a été l'agile. Ça a commencé dans les années 2000, autour d'une quinzaine de développeurs, avec une quinzaine de développeurs autour notamment de quelqu'un qui s'appelle Martin Fowler, et qui se sont demandé comment accélérer le développement du software. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient, qu'en rendant les activités de développement et de test du logiciel simultanées, ils créaient plus de communication entre les développeurs, les managers du projet, les gens qui testent, les clients. Et ce faisant, ça a accéléré la productivité, la qualité et au final la satisfaction des clients entre 30 et 100%. Et le data-centric AI, en fait, c'est l'agile pour l'IA. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la labellisation de la donnée, la notation de la donnée, l'entraînement du modèle, le diagnostic des performances du modèle peuvent être faites en parallèle de manière à créer plus d'interactions entre les experts du métier qui vont noter, le ML engineer qui va s'occuper du modèle, les chefs de projet et les utilisateurs. Le data-centric AI, ça apporte aussi plus de confiance, notamment en permettant de mieux visualiser la donnée, les prédictions du modèle sur la donnée, et donc ce faisant à créer de la collaboration, à déciloter l'entreprise, donc à créer plus d'interaction entre les équipes de machine learning, les équipes métiers, et puis en créant plus de contrôle sur le modèle à travers la donnée. Alors comment est-ce qu'on met ça en place? Donc là, la première chose, c'est de mettre en place une stack pour le software 2.0. Aujourd'hui, monter une startup, monter une entreprise qui utilise pas du machine learning, ça semble un peu, ça devient de plus en plus rare, disons. Et c'est un peu comme il y a 10 ans, développer une startup qui n'utilise pas du tout de software, ça devenait de plus en plus bizarre. Et en fait, l'IA, c'est le software 2.0. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, le software 1.0, le logiciel traditionnel, c'est instruire une machine ligne à ligne avec du code. Le software 2.0, c'est avoir un réseau de neurones qui infère, donc qui apprend par lui-même les règles qui lui permettent d'obtenir la sortie désirée. Et donc le software 2.0, autrement dit l'IA, c'est ce qui marche le mieux quand l'algorithme lui-même est compliqué à concevoir de manière explicite. Par exemple, de détecter les objets dans des images. Et donc, si vous êtes vous aussi convaincu que le software 2.0, c'est
c'est un paradigme de programmation qui émerge. De la même manière que sur le software, on a des stacks qui permettent de produire et d'industrialiser la production du software. On a besoin de construire ça sur l'IA. Et donc nous tous, on utilise pour écrire du texte Google Docs. Pourquoi? Parce que ça permet d'être super rapide, ça corrige les erreurs, correcteur orthographique, ça permet d'auto-compléter, de faire l'autocomplétion sur les phrases. On tape la première lettre et ça termine la phrase. Voilà. Et donc, Google Docs, Microsoft Word, c'est comme un IDE pour les gens qui tapent du texte. De la même manière, quand on code, on utilise un IDE, Visual Studio par exemple. Et donc, pourquoi est-ce qu'on utilise ça? Parce que c'est fait pour écrire du code, du bon code rapidement. Et donc, comment est-ce que ça marche? C'est interactif, c'est itératif. Ça corrige les fautes d'orthographe, donc il y a du syntaxe highlighting. Ça permet de débugger. Ça permet de profiler le code. C'est intégrer un système de versionning, etc. Et de la même manière, on a besoin d'avoir un IDE pour le software 2.0. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Coder en software 2.0, donc coder de l'IA, coder du machine learning, ça veut dire quoi? C'est accumuler la donnée. Donc, on a besoin d'un outil qui permet d'accumuler la donnée, qui permet d'itérer, de labelliser de manière rapide, qui permet d'itérer sur des itérations courtes facilement, qui permet de mettre en évidence les images qui sont mal annotées, comme de la correction orthographique, qui permet d'aider en permettant de pré-annoter avec un modèle, donc comme de l'autocomplétion, qui permet de suggérer des images qui seront utiles pour le modèle. Et donc, ça c'est ce qu'on construit chez Kimi. Et donc, ce qu'on fait, c'est un IDE qui est data-centrique, donc qui permet de construire de manière data-centrique de la donnée, parce que la donnée, c'est le code pour l'IA. Et donc, ce faisant, de maîtriser la qualité, donc la consistance et la représentativité de la donnée d'entraînement, et donc d'avoir du contrôle sur les performances du modèle. Et alors, ça a une implication, c'est que du coup, on a besoin de mettre les humains plus dans la boucle dans les projets. Donc, comme toute révolution, ça change la façon de faire. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que sur les projets d'IA, on a besoin de créer, de mettre l'humain au centre pour, en phase d'apprentissage, de manière à avoir une itération entre l'expert métier qui annote, le ML engineer qui entraîne son modèle, qui le diagnostique, qui va sourcer de la donnée supplémentaire, et le modèle qui est aussi dans cette boucle-là et qui va pousser des prénotations pour accélérer le travail des annotateurs. Voilà, et donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, bref, en 2 mots, l'outil qu'on construit il est compatible avec cette stack 2.0. Il permet donc c'est un IDE qui permet de créer cette donnée d'entraînement et puis de mettre en place cette culture human in the loop dans les organisations. Et pour faire un petit zoom sur la qualité de la donnée, donc comment est-ce que ça permet d'améliorer la qualité de la donnée? Donc la première chose, pour être très concret, c'est au moment de la conception du projet, du projet d'IA,
En fait, ce dont on a besoin, je ne sais pas si vous vous souvenez donc des exemples dont j'ai parlé tout à l'heure sur le fait de classifier des images de Nouvelle-Zélande, comme étant des images d'écrivains de Nouvelle-Zélande ou pas, ou des images d'écrivains de mariage ou pas. En fait, en début de projet, on a besoin de passer du temps pour s'assurer que l'ontologie, donc le plan d'annotation, les différentes catégories qu'on va vouloir utiliser pour annoter, elles sont séparables. Et donc, ça, c'est la première chose. Donc, la première bonne pratique, c'est d'itérer en début de projet, avant d'aller à fond sur l'annotation, de s'assurer que les catégories soient séparables. Et ce, en annotant quelques images de manière aléatoire, en s'assurant que à chaque fois, tout le monde est d'accord. La deuxième chose, c'est de donner du contexte, donc d'utiliser des instructions et qui soient détaillées, des instructions également au niveau des catégories, des instructions qui contiennent des cas particuliers et qui permettent de désambiguer et de répondre aux questions que les annotateurs pourraient avoir. Troisième bonne pratique, c'est de travailler l'expérience utilisateur, donc l'interface que les annotateurs vont utiliser. Donc, par exemple, si vous faites de la classification simple, vous pouvez utiliser des drop-downs, donc des menus déroulants, des boutons radio. Et donc, il y a des choix du X qui font que les annotateurs vont pouvoir annoter facilement ou pas, par exemple, au clavier. Il y a aussi le choix des raccourcis qui est important pour aller vite et pour éviter phase 1. Une quatrième bonne pratique, c'est de mettre en place des règles qui permettent de détecter un premier niveau d'erreur. Donc, par exemple, si vous faites de l'OCR et que vous cherchez à extraire des éléments dans un document, donc du texte dans un document image, et que vous devez extraire des dates, vous pouvez utiliser du formatage, donc imposer au moment de la conception de votre interface d'annotation du formatage pour être sûr que une date ressemble à une date. Donc, la deuxième grande famille de bonnes pratiques, c'est de mettre en place un workflow de gestion de la qualité. Et donc, la première chose, c'est d'avoir une métrique qui permet de mesurer la qualité de la donnée. Alors, c'est complexe. Donc, une métrique dont on a déjà parlé, c'est le consensus, par exemple. Donc, l'accord inter-annotateur, mais qui a un coût parce que du coup, on doit faire annoter tout ou partie du dataset par plusieurs personnes. Un autre type de métrique, ça peut être l'accord entre l'annotation faite par un humain et par un modèle. Voilà, mais aucune de ces métriques n'est parfaite. Bref, mais la base, c'est d'en avoir une, en moyenne. La deuxième chose, c'est avant d'accélérer sur l'annotation, donc sur la construction de dataset, de s'assurer que les annotateurs ont bien compris la tâche. Et donc, pour ce faire, de faire un projet de test, par exemple, sur lesquels tous les annotateurs vont devoir passer, sur lesquels on a nous-mêmes à annoter en tant qu'expert une vérité, et puis on s'assure que l'équipe d'annotation fait la même chose, a les bonnes réponses avant d'annoncer sur le vrai, avant de lui proposer d'annoter sur le vrai projet de production, de création du dataset d'entraînement. Une bonne pratique, c'est de commencer petit. Donc, de commencer par des toutes petites équipes d'annotation très restreintes, de d'abord annoter soi-même en tant que ML engineer, et puis de grossir petit à petit en étant à chaque étape sûr que la qualité est toujours au rendez-vous. Une autre bonne pratique, c'est de mettre en place une boucle de feedback entre les annotateurs et les gens qui vont vérifier les annotations pour créer de l'alignement. Une autre famille de bonnes pratiques, c'est de mettre en place l'équivalent du linking dans le code, donc de la correction orthographie, mais sur la donnée. Et donc, plusieurs idées là-dessus. Ça peut être de définir des règles
qui vient de cacher des erreurs. Et souvent, on peut utiliser des règles métiers pour soit pré-annoter, soit détecter des erreurs. Par exemple, si vous cherchez à faire de la détection d'entités nommées, de noms de personnes dans un texte, vous pouvez utiliser des dictionnaires de prénoms pour vérifier que tous les noms que vous extrayez, que leurs prénoms soient au moins dans ces listes-là. Et puis sinon, déclencher une vérification, donc une étape de review sur les autres. Une deuxième bonne pratique possible, c'est d'utiliser des modèles. Et donc, ça se fait plutôt en fin de projet. Donc, quand on a suffisamment de données à noter, d'entraîner un modèle, et puis de calculer un score de vraisemblance sur les annotations et de prioriser les reviews en fonction de ça. Une autre bonne pratique, c'est d'utiliser des dashboards, donc de la visualisation, des analytics, pour avoir une compréhension à haut niveau de la qualité de la donnée. Donc, par exemple, de visualiser un histogramme qui décrit le niveau de consensus par catégorie. Et à ce moment-là, on se rend compte que, par exemple, le consensus, donc les annotateurs ne sont pas du tout d'accord pour certaines catégories, donc une certaine classe d'images. Et donc, on va soit mieux documenter ça dans l'instruction, soit déclencher une étape de vérification sur ces catégories-là. Et puis, c'est aussi de faire du search, quoi. Donc, de zoomer sur la donnée et vraiment passer du temps à pouvoir filtrer sur, par exemple, les images de consensus faibles, sur lesquelles il y a un faible consensus, les images notées sur lesquelles il y a un faible consensus, et puis de pouvoir de vérifier ça à la main. Et puis, en dézoomant un peu sur la façon concrète, enfin sur la façon de gérer un projet, ce qu'il faut, c'est, comme on disait, c'est faire ça de manière itérative. Donc, on va d'abord designer le projet avec toutes les recommandations qu'on a vues juste avant. Et puis, c'est important que ce soit typiquement le ML Engineer qui annote lui-même au début entre 50 et 100 exemples pour se rendre compte si la tâche est faisable, pour se rendre compte de la diversité de la donnée et pour améliorer les instructions, améliorer le plan d'annotation, donc l'ensemble des catégories. Et puis ensuite, on va toujours continuer de manière itérative avec des petits batchs qu'on va faire grandir. Donc, on va d'abord essayer de pré-annoter sur des règles métiers qui peuvent être utiles. On va onboarder quelques annotateurs qui vont annoter un premier batch de données entre, pareil, 50, 100 et 100 exemples. On va utiliser 100% de review, donc 100% de vérification, 100% de consensus pour absolument tout mesurer, enfin mesurer toute la qualité. En fonction de leurs erreurs, on va pareil, de manière itérative, améliorer les instructions, améliorer le plan d'annotation. Et puis on va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreurs. Et puis ensuite, on va pouvoir augmenter la taille des batchs. Typiquement, entre 100, on va passer jusqu'à 100, 200 images. On va commencer à réduire un petit peu le taux de consensus, le taux de review pour réduire le coût de chaque batch. Et puis, quand on est suffisamment confortable, on va pouvoir passer à des batchs d'annotation carrément plus gros, et typiquement quelques milliers d'exemples. Et puis en toute fin de projet, on va pouvoir utiliser, quand on a suffisamment de données, typiquement des modèles pour pré-annoter, donc pour entraîner les modèles, commencer à entraîner les modèles et pré-annoter de manière massive. Voilà. Et peut-être pour vous montrer très concrètement à quoi ça ressemble, et après on gardera un peu de temps pour des questions. Je peux vous montrer une vidéo. Alors, je vais partager mon écran. Ok. Donc là, vous êtes chez moi. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on rentre sur un projet d'annotation, donc, de manière itérative, vous ajoutez la donnée, ensuite vous configurez les gens qui vont annoter.
en les ajoutant petit à petit. Vous configurez votre plan d'annotation, c'est ce qu'on voit à droite. Ensuite, vous annotez. Souvent, vous pouvez utiliser des outils qui vous permettent, par exemple, en un clic, d'avoir la notation toute faite. Ça permet d'aller plus vite et d'avoir de la meilleure qualité. Vous pouvez ensuite filtrer sur une des métriques, comme par exemple le consensus, pour aller récupérer les annotations sur lesquelles les annotateurs ne sont pas d'accord. Et donc ça marche sur le texte, sur l'image, sur plein de choses. À droite, vous pouvez avoir un récapitulatif de toutes les annotations que vous avez faites. Et puis, vous pouvez brancher à travers une API un modèle pour voir cette boucle data-centric où les gens annotent. Ensuite, vous extrayez les données déjà notées, vous entraînez un modèle et vous utilisez ce modèle pour pousser des préannotations qui ici apparaissent en pointillé. Et donc, en tant qu'annotateur, j'arrive sur une image qui est déjà annotée et je peux du coup aller plus vite, faire plus de qualité parce qu'une partie du travail est déjà fait. Voilà. Et Caroline, je vais te laisser la main pour remettre la présentation, si tu veux bien. Oui, attends. Je fais comme ça. Et puis, ouais, ok, impeccable. Je ferme ça. C'est bon? Allez, vas-y, ouais, c'est bon. Ok. Ouais, voilà. Et si vous voulez, il nous reste quelques minutes là, je vais parler pendant pas mal de temps. Je vous propose de prendre vos questions. Si vous en avez. Ouais, il y avait quelques questions dans le chat. Je vois qu'il y en a quelques-unes. Ouais, si on remonte un peu, il y avait une remarque de Bastien au tout début sur l'origine des fails épiques. Les fails épiques. Avec des biais et des corrélations. Ouais, absolument, ouais. Ouais, donc il y a un vrai sujet autour des biais, de la qualité de la donnée, donc la représentativité et les spurious correlation. Ouais, je pense qu'entre-temps, tu as bien démontré le problème. Jean-Marc, qui trouvait très intéressant ton concept de software 2.0. Ouais. Ça a coupé, pardon. Merci. Et donc Thomas demandait si tu avais des exemples de projets sur lesquels le produit d'annotation a été utilisé. Oui, absolument. Donc là, il y a donc je peux vous parler de quoi je peux vous parler. Et donc, par exemple, on travaille. Donc ça, c'est multi-industrie. Donc, ça s'applique au texte. Donc, on fait du texte, on fait beaucoup de PDF, de l'image, de la vidéo, et sur à peu près toutes les tâches. Donc, ça va de la classification simple, classification multiple, classification, sous-classification, sur le texte, entité nommée, relation, sur l'image, de son objet. Par exemple, on travaille pour Vitalix, qui est donc une entreprise française qui fait de la détection de cellules cancéreuses pour lutter contre le cancer de la vessie. Et donc, ils utilisent Kili donc sur lesquels ils embarquent des oncologues pour faire des médecins pour faire ce travail d'annotation. Et donc, pour eux, évidemment, les sujets de qualité sont extrêmement importants, d'autant plus que c'est pas parce que ce sont des experts qui annotent et pas la foule et qu'ils sont toujours d'accord. Donc, il y a une vraie valeur à avoir ce workflow de qualité et avoir des métriques. Voilà, ça c'est un exemple de projet qu'on fait. On travaille pour l'Agence spatiale européenne sur des images satellitaires. On travaille pareil pour Airbus. On travaille dans le monde bancaire, dans le secteur de la défense, beaucoup. Voilà. Et moi, j'ai commencé il y a... Ouais, peut-être une autre question. Moi, j'avais juste une question. Principalement, vous travaillez sur des données non structurées, du coup. Oui, voilà, je vais pas commencer par ça. C'est principalement des données non structurées. Mais on fait aussi un peu d'annotation
de séries temporelles. Ouais, ok. Même si c'est un peu anecdotique aujourd'hui. Donc, à noter des patterns dessus. Ouais. Donc, des pics, par exemple. Ouais, très bien. Bah, oui, je pense qu'effectivement, c'est aussi un truc un peu compliqué à faire ça. Ouais. Il y a Axel qui demandait combien d'images labellisées pour un bon modèle. Question de coût. Ouais. Alors, donc ça dépend. C'est pas une bonne réponse, mais donc ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de la tâche. Donc typiquement, il faut moins d'images pour l'agressif que pour la détection d'objets. Il faut moins d'images pour la détection d'objets avec des rectangles, des bounding box, des boîtes englobantes, que si on fait un détourage masque fixé près. Et ça dépend également du use case. Quoi. S'il y a, voilà. Pour donner des ordres de grandeur. Et donc, ça dépend aussi des modèles qu'on utilise. Si on entraîne un modèle from scratch ou si on part d'un modèle dit de fondation, qui est plutôt le paradigme actuel. Quoi. Donc, c'est-à-dire partir d'un BERT, par exemple, qui était pré-entraîné de manière autosupervisée. Bref, mais du coup, ça va de quelques centaines à sur des gros projets et des projets très complexes. Il y a une queue de distribution qui est extrêmement longue, comme par exemple dans l'automotive, il y a beaucoup de edge cases, à des centaines de milliers d'exemples. Ok, super. Merci pour la présentation, merci d'être là. Ouais, voilà, c'est ça. Jean-Marc, projet de notation sur données tabulaires. Ouais, alors donc pas directement. Donc, il y a deux façons de faire, soit sous la forme de un collab, quoi. Donc, ça peut être une forme d'une série temporelle, soit du texte. Mais on ne fait pas spécifiquement de tabulaire. Ok. Voilà. Ouais. C'est vraiment plutôt donné dans ce cas. Ouais. Donc, Bastien, comment l'outil gère-t-il le cas où l'ontologie de classification doit être ajustée, par exemple en splittant une classe, les données annotées avec cette classe sont-elles perdues? Alors, non, elles ne sont pas perdues. On a la possibilité de les migrer. Donc, de faire, donc, pour que tout soit en ligne. Donc, c'est si, typiquement, on a deux classes et on veut les fusionner parce qu'en fait, elles sont pas séparables. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est utiliser l'API pour faire ce travail de migration. Et demain, ce sera probablement faisable directement depuis l'interface. Et c'est un vrai sujet. Ouais. Il y a ce côté cyclique, quoi. Quand on développe des datasets, c'est toujours très cyclique. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir gérer le cycle de vie de cette donnée. Et très bonne remarque de Jean-Marc, comment convaincre les équipes d'être proactives dans la notation, c'est rarement accueilli par Metalbistros. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, ouais, absolument. C'est vraiment un sujet qui est vu comme étant peu sexy, alors que, en fait, nous, ce qu'on pense, c'est que la donnée, c'est sexy, et que c'est l'équivalent du code pour le software traditionnel. Et donc, je pense qu'il y a un vrai travail d'évangélisation. Et c'est là où on a le plus d'impact. Donc, peut-être que la chose à rappeler, c'est que les équipes, souvent, elles veulent obtenir des bons modèles. Et là, on peut avoir le plus facilement de l'impact, c'est en travaillant sur la donnée. Et je pense que c'était pas sexy aussi, parce qu'on n'avait pas les bons outils. Moi, je me souviens, qu'un dataset, on l'explorait soit dans un notebook, mais c'est pas fait pour, soit dans un terminal, mais pareil, c'est compliqué. Et donc, quand on a un outil à la Google Images, par exemple, qui permet de chercher, de filtrer, de scroller extrêmement facilement dans un dataset, ça rend la chose beaucoup plus... et donc, d'annoter, pareil, ça rend la chose beaucoup plus sexy. Quoi. Et après, c'est pas le job du ML ingénieur d'annoter. Je pense que c'est une mauvaise utilisation, c'est trop cher. Et il n'a pas l'expertise métier. Et donc, je pense que c'est plutôt le job. Enfin, il doit le faire un petit peu au début, comme on l'a vu, pour bien cadrer le sujet.
Et ensuite, c'est le job des équipes métiers et aussi de workforce d'annotation. Donc, il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, qui peuvent fournir de la main-d'œuvre. Et nous, on a un réseau d'entreprises avec lesquelles on peut vous mettre en contact de manière gracieuse. Tu as raison, moi, je pense que l'outillage, c'est vraiment ce qui est le plus important pour donner envie aux gens d'annoter, et passer par le métier, c'est eux qui savent. C'est eux qui savent sur l'information. Il faut juste leur donner les moyens de faire ça de façon un peu ludique et moins rébarbative de ce qu'on faisait avant. À outsourcer, je pense que tu as plus ou moins répondu à la question. Oui, il y a de la main-d'œuvre ailleurs pour outsourcer la notation. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il n'y a que des remerciements. Merci, Edouard. Je ne sais pas si tu veux rajouter un dernier merci à vous. truc. Non, merci à vous. Merci beaucoup. Super, on a pu aider. C'était super intéressant. Et puis, pour une fois qu'on parle des données et pas d'IA, c'est pas que d'IA, il y a aussi des data. C'est quand même intéressant. Et s'il y en a qui veulent poursuivre la conversation, il y a mon LinkedIn, il y a mon Twitter. Mon mail, c'est edouard.darchambault@technologie.com. Et donc, très content de rester en contact. Je ferai un mail à tous les participants avec le lien vers le replay, les slides et les contacts d'Edouard si vous voulez faire le follow-up. Merci à tous pour votre participation. Merci Edouard pour cette présentation, et à très bientôt pour un prochain AI Token Share avec Converso, ce coup-là. À bientôt.